Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire, mais pas n'importe laquelle. C'est l'histoire d'une transformation incroyable. Comment le droit constitutionnel, qui était au départ juste une sorte de déclaration de bonnes intentions, de principes philosophiques, est devenu la loi suprême, le vrai patron de nos États modernes. C'est une véritable prise de pouvoir, et tout part d'une question, une question qui a l'air toute simple. Est-ce qu'une loi peut avoir tort? Bon, aujourd'hui, on se dit bah oui, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très très longtemps, la quasi-totalité des experts vous auraient répondu non, jamais. C'est ce basculement, ce renversement complet de perspective qui est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir qu'il y a deux façons de regarder le pouvoir. Ensuite, on plongera dans l'époque où la loi était la reine incontestée. Après ça, on verra la grande rupture, le moment où tout a changé. Puis, on assistera à la montée en puissance de la Constitution pour comprendre enfin comment elle est devenue la base de tout le système juridique. Allez, on y va, première partie. Bon, alors pour bien comprendre toute cette histoire, il faut commencer par une chose essentielle. Il y a toujours eu, en fait, deux manières d'analyser la vie politique. Deux disciplines qui, pendant longtemps, se sont un peu regardées en chien de faïence. D'un côté, on a le droit constitutionnel, version classique. Lui, il s'intéresse aux règles écrites, noir sur blanc. C'est un peu le manuel du jeu. On regarde comment ça devrait se passer. Et de l'autre côté, il y a la science politique. Elle regarde le match. Elle observe ce qui se passe vraiment sur le terrain. Comment les joueurs trichent, contournent les règles, inventent de nouvelles tactiques. Bref, elle étudie comment ça se passe en réalité. Et pourquoi cette séparation si nette? Eh bien, ça vient d'une approche qu'on appelle le positivisme. L'idée, c'était de dire, on étudie le droit et rien que le droit. On le traite comme un objet de laboratoire bien propre, sans le contaminer avec le désordre de la politique, de la morale ou de l'économie. On regardait le texte et encore le texte. Évidemment, la vie, c'est toujours plus compliqué. Et cette citation de Jean-Jacques Chevalier, elle est parfaite pour ça. Elle nous dit que oui, les règles façonnent les gens, mais que les gens, en retour, façonnent les règles. Une règle, ça ne vit pas tout seul dans un livre. Ce sont les êtres humains, avec leurs jeux de pouvoir, leurs ambitions, qui lui donnent vie, qui la tordent, qui la changent. La théorie et la pratique, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Maintenant, faisons un bond dans le passé. Imaginez une époque où la loi était reine. Mais quand je dis reine, c'est qu'elle n'avait absolument aucune rivale. C'est ce qu'on a appelé l'ère du légicentrisme. Un mot un peu barbare pour dire que la loi était au centre de tout. Le légicentrisme, c'est quoi au juste? C'est une idée très simple en fait. La loi, parce qu'elle est votée par les représentants du peuple, est la chose la plus sacrée, l'expression suprême de la volonté de tous. Dans la pyramide des règles, elle était tout en haut. Il n'y avait rien, absolument rien au-dessus d'elle. Et ce système, il reposait sur des certitudes en béton. Premièrement, la loi ne peut pas faire de mal. C'est un peu comme si elle était infaillible. Et par extension, celui qui fait la loi, le législateur, ne peut pas se tromper. Alors oui, il y avait des constitutions, mais on les voyait comme de jolis poèmes, des guides philosophiques, pas comme des règles contraignantes. Le paradoxe, c'est que le législateur était vu comme le protecteur des libertés, mais qu'il n'y avait rien pour protéger les libertés contre le législateur. Et puis, le réel a fait éruption. L'histoire, avec un grand H, est venue mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le XXe siècle a provoqué une rupture, un véritable séisme qui a fait s'effondrer toutes ces belles certitudes. Regardez cette frise, c'est très parlant. Avant le milieu du XXe siècle, tout va bien. C'est le règne de la loi suprême. Et puis, c'est le choc. La montée des régimes totalitaires, les guerres mondiales. Et là, on a vu des lois, votées en bonne et due forme, servir à organiser l'aurore. La prise de conscience après la guerre a été un véritable traumatisme. On a compris que oui, un législateur peut se tromper. Et que oui, une loi peut devenir un instrument de destruction. La leçon tirée de cette période a été brutale mais limpide. N'importe quel pouvoir, même celui qui fait les lois, s'il n'a aucun contre-pouvoir, aucun garde-fou, peut finir par piétiner les droits les plus fondamentaux. Face à ça, il fallait réagir. Et la réaction a été une véritable révolution juridique. L'idée, c'était de construire un rempart, une forteresse pour que ça n'arrive plus jamais. Et ce rempart, ça a été la Constitution. Et ce rempart, il a été construit en deux étapes. D'abord, on a pris la Constitution, qui était un peu sur une étagère, et on l'a placée tout en haut, au-dessus de la loi. Et ensuite, deuxième point, et c'est absolument crucial, on a créé un nouvel acteur, un juge constitutionnel, une sorte de gardien du temple, dont le seul travail est de s'assurer que les parlementaires ne votent pas de lois qui violent la Constitution. Ce avant-après est ultra parlant. La pyramide s'est littéralement retournée. Avant, au sommet, on avait la loi.
Après, au sommet, on met la Constitution. Et la loi qui était reine devient une simple sujette qui doit obéir à la Constitution. C'est un renversement complet de la logique. C'est à ce moment-là que la Constitution a acquis ce qu'on appelle sa valeur normative. En clair, ça veut dire qu'elle a arrêté d'être un joli texte concis dans les discours, elle est devenue une vraie règle du jeu. Une règle contraignante, obligatoire pour tout le monde, et en particulier pour le législateur. Et cette montée en puissance de la Constitution, ça n'a pas seulement changé les rapports de force au sommet de l'État, non, non. C'est comme si on avait versé une couleur très forte dans un verre d'eau. Elle a teinté absolument tout le système juridique. Ce phénomène porte un nom, la constitutionnalisation. L'idée, c'est que les grands principes de la Constitution, la liberté, l'égalité, le respect de la dignité humaine, ne sont plus juste des règles pour l'État. Ils se sont diffusés partout, comme des racines qui envahissent tout le jardin du droit. Ce schéma le montre très bien. Tout en haut, la Constitution et ses droits fondamentaux. Juste en dessous, bien sûr, l'État et l'administration doivent les respecter. C'est le droit public. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça descend encore plus bas, jusqu'au droit privé, c'est-à-dire les relations entre les gens. Par exemple, une entreprise ne peut pas faire n'importe quoi avec ses salariés parce qu'elle doit respecter leurs droits fondamentaux. La Constitution est devenue le socle, la fondation sur laquelle tout le reste est construit. La conclusion de tout ça, elle est à la fois simple et vertigineuse. Le droit constitutionnel, ce n'est plus une matière juridique comme les autres. C'est devenu la clé de voûte, le point de départ pour comprendre tout le reste. En fait, aujourd'hui, pour être un bon spécialiste du droit du travail ou du droit des affaires, il faut d'abord et avant tout maîtriser la Constitution. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question absolument passionnante. Si la Constitution est un texte vivant, qui change et qui s'adapte, qui a le droit de dire comment il doit évoluer? Qui est son interprète ultime? Les juges? Les politiques? Le peuple? C'est une question qui est loin d'être réglée et la réponse qu'on y apporte, eh bien, elle façonne la démocratie au quotidien. Merci beaucoup d'avoir suivi ce parcours avec nous.